Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Place des entrepreneurs avec le soutien de Kedge Business School et de la région Sud. Aujourd'hui encore un très beau plateau, je vous laisse vous présenter. Christophe Mouisset, donc je suis le directeur de la relation entreprise et entrepreneuriat de Kedge Business School et je m'occupe particulièrement de l'employabilité de nos étudiants. Cécile Coste, bonjour président. Je suis responsable régional de Malakoff Humanis à Marseille. Bonjour, Nicolas Geoffrin, je suis le président cofondateur de Ténergie, qui est une entreprise qui œuvre dans les énergies renouvelables. Très bien. Bonjour, Stéphanie Blanchard, responsable de l'agence CAFPI Joliette, courtier en prêt immobilier, leader national du courtage et enchantée d'intégrer ce plateau télévisuel. Bienvenue à vous tous. Première question, comment ça va au niveau santé, Cécile? Écoute, moi ça va, je suis ravie d'être parmi vous. Ravie de sortir un petit peu de chez moi, puisque en télétravail, comme beaucoup d'entre nous. Donc ça va, la santé va bien, la famille va bien, les enfants vont bien, les collaborateurs vont bien, donc tout va bien. Très bien. La santé est bonne, le moral également, c'est important. On a des équipes qui nous donnent la pêche tous les matins pour nous lever, qui sont fidèles au poste, même si en télétravail. Des grands défis qui nous attendent, donc on reste en bonne santé et on reste déterminé par rapport à tous nos enjeux. Christophe, le télétravail à l'école moyen? Alors le télétravail à l'école moyen, en fait on a 800 collaborateurs qui sont en télétravail, donc une souffrance, on ne travaille pas dans une école par hasard, on travaille dans une école pour être auprès des étudiants. Et le fait d'être coupé d'eux et de n'avoir qu'un lien digital avec eux, c'est compliqué pour certains de nos collaborateurs et pour moi-même, pour tout le dire. Stéphanie, je crois que c'est pareil, pas trop de télétravail ou beaucoup de télétravail? Pas trop de télétravail, par contre effectivement on a appris à devoir travailler à distance avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant que courtier on accompagne nos clients dans l'octroi du prêt immobilier. Ça reste un rêve, ça reste des moments assez intimes qu'on passe avec quelqu'un pour monter son projet, l'accompagner en banque et jusqu'à chez le notaire. Et tout ça, effectivement, depuis mars, on doit le faire à distance avec du Skype, du téléphone, ou même ne serait-ce que les échanges qu'on avait avec nos partenaires bancaires. Maintenant, ça reste des flux d'envoi de dossiers informatiques, donc c'est de la dématérialisation, ça a ses avantages, mais il ne faut pas oublier derrière qu'il reste à avoir de l'humain et des relations de proximité. Donc on s'adapte et on fait preuve de résilience. Très bien. Nicolas, comment vous avez vécu le télétravail dans ton entreprise? Une centaine de salariés, je crois? Ouais, 120 salariés, pas toujours facile parce qu'au début il faut s'organiser, il faut que les choses se mettent en place. On l'a fait, bien sûr. On l'a fait. Au premier confinement, le fait que ça dure, c'est devenu difficile. On était contents de se retrouver. D'être tous ensemble dans les mêmes bureaux. Là, ça se passe beaucoup mieux. On a appris à gérer cette situation le mieux possible en essayant de maintenir des relations quasi quotidiennes entre les équipes, avec le management. Et ça se passe finalement plutôt bien. On a quand même une partie des équipes qui sont sur le terrain, notamment les forces commerciales, les équipes de chantier, de travaux. Donc l'activité reste assez similaire à une activité normale. Je dirais qu'on a appris aussi de la première vague et du premier confinement pour essayer de nous améliorer, faire en sorte que l'activité soit le moins pénalisée possible par la situation. Malakoff, vous êtes nombreux, vous êtes installés, je crois, sur Alors on on est sur le Prado. On est sur le Prado, puis on a une petite boutique juste en face chez vous. Là. Voilà, c'est ça. Donc c'est 10 000 collaborateurs, dont 92% a été en télétravail en moins de 8 jours. 92%? Ah ouais, 92% en télétravail en moins de 8 jours à l'occasion du premier confinement. Donc on a réitéré ça au deuxième confinement. On avait anticipé, puisqu'on avait des accords télétravail depuis déjà 2018. C'est des accords inter-entreprises? Des accords chez nous, internes. D'accord. Sur le télétravail, donc on avait déjà 20 à 25% de la population globale du groupe qui pratiquait le télétravail, à hauteur de 1 à 2 jours semaine. Un jour, d'accord. Donc finalement, quand on s'est trouvé confiné, on a assez rapidement pu mettre tout le monde en télétravail, à l'exception de quelques personnels qui sont sur site, puisque ce sont sur des métiers particuliers qui font qu'on est obligé d'être sur les établissements. Voilà. Donc dans les services, c'est quand même plus facile, je pense aussi, de... Est-ce que quand on a 10 000 collaborateurs, des locaux importants dans toute la France, est-ce qu'on pense à réduire les surfaces immobilières
pour aller plus vers le télétravail dans un temps court, moyen terme? Ou alors, oui. Tout à fait. Alors c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est un sujet marseillais aussi, puisqu'actuellement on a deux antennes, l'une sur le Prado et l'autre à la Tour Cantini. Voilà, c'est ça. Donc on a à peu près 250 collaborateurs en fait sur Marseille. Donc oui, complètement. Alors on avait déjà cette réflexion-là dans le réaménagement des locaux, mais là on a un peu passé à la vitesse supérieure pour essayer de voir comment on peut rationaliser tout ça, puisque l'objectif demain du groupe, c'est d'avoir la majeure partie des équipes qui continuent à pratiquer le télétravail 2 à 3 jours semaine maximum. Donc là où on avait 25% en fait de pratique avant le télétravail, on veut demain arriver à 70-75% de pratique du télétravail. Donc bien évidemment, les sujets immobiliers sont des sujets qui sont... Et la performance d'un collaborateur au télétravail? Alors ça, c'est vrai que c'est un autre sujet. C'est pas facile à regarder, à évaluer l'efficience, la productivité. Surtout, quand c'est quelque chose qui devient massif en réalité. Ouais. Puisque ceux qui étaient en télétravail en 2008, c'était un peu les chefs de file, les collaborateurs qui étaient un peu, triés sur le volet quelque part, qui avaient la capacité à être en télétravail, pour lesquels on avait de l'autonomie, de la responsabilisation. Donc du jour au lendemain, on a mis tout le monde en télétravail, donc c'est pas si simple que ça. On a commencé à regarder, mais hors aussi période Covid, parce que c'est aussi une période perturbante pour les gens. Donc on n'est pas forcément efficace autant en télétravail aujourd'hui qu'on l'était en 2019, lié à la crise. Donc il faut qu'on arrive à identifier l'efficacité du télétravail sans tenir compte forcément de l'aspect conjoncturel là qu'on vit aujourd'hui. Mais je crois que cette crise, c'est pas si simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vouloir étendre massivement nos limites, le télétravail. Ça, c'est exclu. Très bien. Christophe, on parle avec cette crise de génération sacrifiée. Toi, tu es au cœur de tout ça. Tous ces jeunes, comment ils vivent cette crise? Parce qu'on espère qu'ils seront entrepreneurs dans un moyen terme. Bien sûr. Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'ils sont touchés vraiment par cette crise? Alors ils sont touchés par cette crise, d'abord parce que il ne faut pas oublier qu'à un moment on les a un peu stigmatisés en disant que c'était à cause d'eux s'il y avait autant de propagation du virus, parce que effectivement n'étant pas personne à risque, ayant un besoin social, on se souvient de nous à 20 ans, donc vous avez un vrai besoin social beaucoup plus important que celui que je peux avoir moi aujourd'hui, et donc on les a un peu stigmatisés. La deuxième chose, c'est que, à mon avis à tort, parce qu'il y a quand même de la conscience, et notamment ne serait-ce que la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leur famille. Donc c'était un peu un faux procès, même si ça existait. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de leur part. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'emploi, il y a beaucoup d'inquiétudes pour trouver un stage, donc pour leur expérientiel, et il y a beaucoup d'inquiétudes pour savoir si demain les entreprises vont considérer qu'ils ont eu un diplôme au rabais ou pas, du fait de ne pas être allés en cours. Donc il y a toutes ces inquiétudes-là. Juste pour vous donner quelques chiffres, les stages, grosso modo, donc on a un partenaire, je ne vais pas le nommer, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais qui est partenaire de beaucoup d'écoles. Les offres de stage, elles ont baissé à peu près sur la même période de l'année de presque 40 à 50%. Donc il y a 40 à 50% de baisse d'offres de stage. Nous, on a eu la chance de pouvoir augmenter les postes d'apprentissage, donc on est passé de 1500 apprentis à plus de 2100 cette année, donc avec un taux de croissance à peu près à 36% contre 7% dans la moyenne de la conférence des grandes écoles. Donc on a vraiment beaucoup travaillé. On multiplie avec nos partenaires, donc entreprises, les workshops, les ateliers, les interviews, le soutien à l'emploi. Pourquoi des forums? On a eu pratiquement 11 000 étudiants qui ont été sur nos forums, sur nos ateliers, et au contact de 500 entreprises à peu près. Donc ça nous permet de garantir à l'entreprise la qualité de l'accompagnement, la qualité de nos formations. Et puis on a un soutien donc en garantissant cette qualité académique puisqu'on a quand même placé 12 000 étudiants
en distanciel en l'espace d'une journée. Donc on a tous les cours en distanciel, mais on fait aussi du soutien pédagogique pour pouvoir incrémenter le théorique et puis aussi pour pouvoir éviter les décrochages, parce que ça c'est aussi une possibilité. Et donc nos entreprises, elles valident quelque part l'employabilité prochaine de nos étudiants en étant à notre soutien pour maintenir le côté pratique de leur expérience à Kedge. En tout cas, on a aussi un plan sur les jeunes diplômés parce que il faut savoir que beaucoup d'étudiants ont continué leurs études parce qu'ils avaient du mal à rentrer sur le marché du travail. Donc ça aussi, ça fait partie des soutiens. Et donc voilà, oui, beaucoup d'inquiétudes. En fait, l'inquiétude, c'est le syndrome du bac 68, quoi. Hein. Oui. Grosso modo. Hein, on reviendra quoi. sur ça. Ouais. On va revenir sur ce point. Stéphanie, L'immobilier, les taux, les banques. est-ce qu'on sent, alors alors peut-être qu'on se trompe, que les banques resserrent un petit peu Énormément. Je pense que c'est sur le privé? sur l'octroi des prêts immobiliers plus globalement, c'est-à-dire que de toute façon, pour expliquer une histoire, il faut reprendre un tout petit peu le début. Ça fait 3 ans que les taux sont extrêmement bas, que du coup les durées de Tu me prêt disais 20 ans, c'est 1% encore? à peu près, exactement. Oui, voire même moins. Hein. Il y a des dossiers qui sortent à 0,80. Sur 20 ans? Sur 20 ans. Donc les taux sont très bas depuis 3 ans, 3 bonnes années. Tout ça a forcé du coup à bien rallonger la durée des prêts parce que c'était un luxe pour les clients et peut-être mettre moins d'apport, donc de faire même ce qu'on appelle des surfinancements, les financements des frais de notaire et autres. Et là en début d'année, juste avant le Covid, les partenaires bancaires ont eu les recommandations de la haute autorité de la sécurité financière qui a dit stop le 30 ans, modérez le 25, mettez de l'apport, 33%, sinon c'est plus. Ce n'a pas été forcément pris comme loi d'application, mais en tout cas les banquiers du coup ont déjà eu des gros critères structurels à appliquer. Et cette crise sanitaire a fait qu'effectivement aujourd'hui les contrats, bien qu'en CDI on va dire récents, tout ce qui est les statuts peut-être d'intermittent du spectacle, on regardait avec 5 ans d'antériorité, maintenant on va regarder avec 10 ans. On demande de plus en plus d'apports, on réduit les durées, les 25 ans ça passe un petit peu moins. On ressent, donc effectivement les conditions d'octroi des prêts se sont quand même nettement resserrées et pour autant les taux sont très bas. Donc c'est Ça pas va une durer? question. C'est des taux bas? Oui. Ça va durer. Ça vient de la BCE de toutes les manières et il y a la volonté de toute façon européenne à ce qu'il n'y ait pas d'inflation derrière. Mais peut-être qu'effectivement, ce que l'on voit aujourd'hui dans la délivrance des prêts immobiliers, d'ici à 2 ans, il y aura peut-être effectivement sur le marché du travail des choses auxquelles on ne s'attendait pas et les banques auront pris les devants pour qu'il y ait le minimum de casse. Incroyable. Nicolas, toi, tu fais partie du top 20. Les 50 plus grandes entreprises du territoire. Comment ces grandes entreprises traversent une crise comme le Covid? Est-ce que tu as été fortement impacté? Est-ce que tu as déjà des prospectives sur la période 2021-2024? Parce que tu es dans un secteur d'activité très concerné par l'évolution. Alors nous, on a eu la chance, d'être sur un secteur qui est plutôt préservé, qui est un secteur qui est même encouragé par l'État, notamment dans le cadre du plan de relance. On parle beaucoup de la croissance verte, on parle beaucoup de plan de relance durable, on parle de développement de l'hydrogène, et notamment de l'hydrogène vert. Donc tout ça qui fait appel potentiellement aux énergies renouvelables. Donc pour nous, ça a été une année qu'on a démarré, y compris avec cette crise, en gardant beaucoup d'espoir, beaucoup d'allant, et très heureux et déterminé finalement à participer activement à ce plan de relance en se disant on va faire des recrutements massifs, on va s'engager le plus en avant possible par rapport à cette nécessité de relancer l'économie et on doit être en première ligne. Voilà, donc on était vraiment dans cette disposition extrêmement déterminée, assez fier aussi finalement de se dire on est sur un secteur créateur d'emplois, puis on est un secteur qui fait du bien à la fois à l'économie mais également à notre environnement. On a eu l'occasion de réfléchir pendant cette période, notamment pendant le premier confinement, sur qu'est-ce que c'est que le projet d'entreprise pour T-Énergie dans le contexte de cette crise. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On veut s'inscrire comme entreprise à mission, qui nous a été suggéré par la loi Pacte. Donc on a changé nos statuts en conséquence, on a eu une vraie réflexion. T-Énergie, vous avez levé sur l'ensemble de
votre existence, de combien de fonds? Combien d'apports? Alors on est sur une entreprise qui emprunte énormément, on bénéficie, on a beaucoup profité de ces taux bas dont on parlait à l'instant. On a levé... Parce qu'il y a la croissance externe, il y a eu plein de choses. D'abord on a beaucoup emprunté en fait. Ouais. On a D'accord. emprunté, Vous avez emprunté plus que levé. beaucoup emprunté, plus d'1,5 milliard. Oui, c'est considérable. Ah oui. En 12 ans d'existence, Oui. on a beaucoup de partenaires bancaires. On travaille avec quasiment toutes les banques françaises qui nous font confiance, qui nous suivent, qui nous accompagnent et avec qui on entretient des relations très fortes et long terme. Et puis on a également à nos côtés, pour co-investir dans les centrales de production énergétique, la Banque des Territoires, qui nous a rejoints en plein confinement. Ils nous ont fait confiance malgré la crise. Dans le capital. Au capital de notre véhicule d'investissement qui s'appelle Terre d'énergie. D'accord. Et on a également le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, donc cette belle caisse régionale du Sud-Ouest, voilà, qui est également à nos côtés. Au niveau de Ténergie, le capital pour l'instant est détenu par les fondateurs et par les managers. Bravo. Belle entreprise, une belle expérience. Ouais, donc ce que je disais, c'est que tout ça, c'était jusqu'à maintenant. Malheureusement, on est en train de connaître une crise, nous aussi, un peu différente, qui probablement provient aussi de cette grande crise économique qu'on est en train de connaître, puisque le gouvernement a décidé de remettre en question les tarifs du photovoltaïque, notamment les tarifs qui ont été conclus il y a plus de 10 ans. Et ça nous met dans une situation difficile. Et aujourd'hui, on est en train de se battre très fortement par rapport à ce projet du gouvernement qui est assez mortifère pour la filière et qu'on a du mal à comprendre dans le contexte où à la fois on a ces signaux contradictoires qui nous disent allez-y, développez le projet de relance et de la croissance verte, et dans le même temps, on a cette règle qui vient nous tomber dessus et qu'on a du mal à comprendre en fait. C'est une catastrophe. Ça peut être potentiellement une catastrophe sur et les investissements. Je vois pas pourquoi l'État modifie à chaque fois ses engagements. Parce que c'est un engagement qui était fort. C'est un engagement fort, c'est la signature de l'État qui a remis en question. Ça crée un tsunami dans notre profession, pas simplement sur la filière solaire, mais sur la filière de l'ensemble des énergies renouvelables. Et donc on essaye d'appeler le gouvernement à la raison, de faire en sorte qu'il revienne sur sa décision, ou en tout cas qu'il s'assoie à la table des négociations avec notre filière, qui s'est organisée en conséquence. J'ai l'honneur d'avoir pris un petit peu la tête pas de cette rébellion, mais de cette concertation que l'on souhaite avec l'État. Et on en appelle aujourd'hui au Premier ministre pour qu'il nous reçoive et nous permette de lui faire des propositions pour sortir de cette crise dans laquelle le gouvernement nous a mis. Cécile, le secteur d'activité n'est pas trop touché. Alors la crise n'a pas été... non, ça a été quand même... Et qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Alors, nous, on a deux activités. On a une activité d'intérêt général réglementée qui touche la retraite complémentaire. Donc là, on est quelque part recherche sociale, finalement. Voilà. Et on a une autre activité qui est une activité purement concurrentielle, qui est l'assurance de personnes, en fait, puisqu'on est un assureur de personnes, paritaire, non lucratif, et uniquement un assureur de personnes. C'est-à-dire on couvre les risques lourds, liés notamment à la prévoyance collective, au décès, voilà, donc l'assurance de personnes. Donc oui, on est quand même extrêmement... On a peur d'ailleurs de suicides de chefs d'entreprise qui n'arriveront pas à faire face aux... Oui, tout à fait. Et là, je crois que vous assurez tout ça. On assure, oui, complètement, puisqu'on assure les personnes pour le décès, si tu veux. Le décès, les rentes conjoints, rente éducation, et puis aussi le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail et d'invalidité. Donc, qui sont des risques lourds, puisqu'on va être amené à verser pendant parfois des décennies des prestations à des personnes. Et donc on doit provisionner immédiatement l'intégralité de ce qui est dû. Donc ça c'est le risque de la prévoyance. Donc oui, on est quand même très impacté par la crise avant de se projeter sur demain, puisque défaillance d'entreprise, puisque ce que des gens comme nous vivent. On a, nous, 200 000 clients, 80% de nos clients sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc on voit bien et on est très interpro. C'est le tissu local, on gère global, 90 branches. Donc si les entreprises vont bien, quelle que soit leur taille et leur activité, on va bien. Si elles vont pas bien, on va pas bien de fait. Ce qu'il y a, c'est que comme on est interpro et qu'on mutualise, on a finalement des branches qui vont pas bien, d'autres qui vont bien. Donc tout ça, globalement,
s'arrange un peu entre lui, mais c'est notre métier, la mutualisation. Mais non, on subit de plein fouet, et en particulier, il y a des sujets lourds d'inquiétude pour nous, qui sont notamment liés à la prévoyance collective. Il faut voir qu'on assure, par exemple, la question de la portabilité. Quand des personnes quittent vont être éligibles à l'assurance chômage, donc là on anticipe une catastrophe en 2021 avec l'augmentation du chômage. Ces personnes-là, le maintien de leur garantie en fait est financé par les entreprises en amont et donc par les salariés. Donc on a un coût en fait énorme de la portabilité qui va être à financer, qu'on a commencé à voir aujourd'hui. Enfin pour nous c'est 60 millions de pertes par exemple, rien que la portabilité. Et 2021 ça va être extrêmement violent, donc avec des besoins de financement en fait sur la partie prévoyance lourde, qui était déjà un sujet majeur avant la crise, augmentation des arrêts de travail, etc., et qui devient encore plus prégnant aujourd'hui et demain tu sais ce que avec tu la dis, crise. Cécile, c'est exactement ce qu'on pense à l'UPE 13. La crise, le vrai cœur de cette crise, c'est dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, où là tout va arriver, les liquidations, les dépôts, les problématiques, les chômeurs. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, pour repartir, il nous faut des jeunes, il nous faut une école, et je crois que Kedge est en train de se distinguer au niveau national. Il y a de plus en plus d'envie de jeunes de venir suivre les MBA ou suivre tout ce qui est formation pour pouvoir après enrichir notre territoire, même s'il y a de nombreuses écoles qui arrivent sur le territoire. Tout à fait. Donc, comment nous, entrepreneurs, comment on va pouvoir aider une école comme Kedge pour qu'elle soit encore plus forte et plus dynamique ? Alors pour aider une école, c'est simple. Qu'est-ce qui fait une école? Quand on n'a pas d'argent. Hein. C'est la qualité de son employabilité. Non, mais tu as compris. On va pas. Non, je vais pas faire appel à votre bon cœur. Mais on veut tourner. Non, c'est vraiment pas le propos. Une école, en fait, nous, on est une entreprise, mais aussi, on est aussi une association sous loi 1901, donc en but non lucratif. C'est-à-dire que tout ce que l'on gagne, on le réinvestit. Alors, on est là pour être profitable, bien évidemment, pour pouvoir investir et pour pouvoir continuer à être dans la course au niveau aujourd'hui d'un marché de l'éducation, hein, puisqu'on parle de marché de l'éducation. Donc, et une école, finalement, le vrai client de l'école, c'est l'entreprise. Puisqu'en fait, si un étudiant ou une étudiante viennent dans une école, c'est pour l'employabilité que va leur permettre cette école. Et cette employabilité, bien sûr, elle est au cœur des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on attend des entreprises? Quel soutien on attend des entreprises et quel soutien on peut apporter aux entreprises? Eh bien, déjà, je crois que le mot d'ordre, c'est l'apprentissage. Il n'y a pas mieux pour soutenir ces jeunes. Il n'y a pas mieux parce qu'avec l'apprentissage, donc ils ne payent pas leur formation. Ils ont un salaire. Vous avez des aides. Et j'espère que le gouvernement va continuer, surtout dans cette période, à mettre des aides sur ce qui est notre avenir, d'accord ? Parce qu'en fait, on parle d'avenir, hein, c'est de fabriquer des talents, de faire émerger des talents qui vont pouvoir demain s'inscrire dans nos entreprises. Donc on a besoin de postes d'apprentissage, on a besoin de mettre nos étudiants en stage pour continuer à parfaire leur employabilité. Donc l'apprentissage et les stages sont un soutien aux entreprises qui peuvent donc acquérir de la main-d'œuvre qui leur amène une nouvelle vision, à qui ils vont apprendre l'humilité en étant au contact des autres salariés, qui va permettre l'intergénérationnel, parce que ça va être une vraie problématique dans les 10 années qui viennent, d'avoir cette cohabitation avec des gens qui apportent et finalement des jeunes qui apprennent aux plus vieux. C'est-à-dire qu'on renverse un peu la chaîne de valeur. Parce que nous, à l'époque, sous l'impulsion de Valérie Cohen, on avait lancé The Choice. Oui. Donc c'était les vieux qui apprenaient aux jeunes. Exact. Maintenant, tu es en train de nous dire que c'est mort, ça? Alors non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, les salariés apprennent la culture d'entreprise, apprennent les codes professionnels à nos étudiants. Et si on parle de The Choice, s'il vous plaît, des stages, de l'apprentissage, bien évidemment, de l'embauche de nos jeunes diplômés, ok,
parce que ils sont là, ils vont arriver sur le marché du travail, et ne pas les embaucher, c'est sacrifier une génération, et sacrifier une génération, c'est avoir un problème dans 5 ans, tout simplement. Donc c'est un principe de réalité qu'il faut avoir. Et puis puisqu'on parle des jeunes, on a lancé un projet qui me tient vraiment à cœur sur le territoire, qui est l'école entrepreneuriale, où on a des promotions de 15 à 20 jeunes qui sont issus de quartiers dits défavorisés, qui sont titulaires d'un baccalauréat, qui ont un projet entrepreneurial, qu'on intègre dans notre école pendant 3 ans, pour qu'ils portent leur projet avec une pédagogie renversée, c'est-à-dire une pédagogie par le projet. Et ces jeunes, 3 ans après, soit ils délivrent sur le territoire un projet entrepreneurial et donc avec un impact économique, soit on leur donne un bac plus 3 qui leur permet de continuer des études en apprentissage. Et ça, c'est un vrai impact économique. Et l'école entrepreneuriale, c'est l'égalité des chances, mais au soutien de l'impact économique du territoire. Qui autour de la table a fait de l'apprentissage ? Et ben justement, ça me parle beaucoup ce que vous me dites, parce que j'allais me permettre de rebondir sur le fait que, déjà quelques temps, j'ai été étudiante en apprentissage. L'alternance en plus s'était faite au final sur 5 ans d'études. Bon an, mal an, il y a quand même quasiment plus de 2 ans en entreprise à différents niveaux de d'IUT, licence ou master. L'apprentissage, en tout cas il y a 10-15 ans, c'était vraiment le tremplin idéal pour rentrer sur le marché du travail. Et les organismes bancaires, en l'occurrence, pour lesquels effectivement j'avais travaillé à l'époque, prenaient pendant 1 an, et puis après c'était grosso modo CDI assuré parce que ça arrangeait tout le monde. Aujourd'hui, nous, chez KFP, par exemple, on a une vraie problématique, c'est-à-dire que KFP, c'est 230 agences en France, 1500 collaborateurs, dont à peu près les 3/4 qui sont en nom propre. Ça veut dire qu'on est tous chefs de sa propre entreprise. On est tous indépendants, on a un contrat de mandataire en fait avec KFP qui nous permet d'avoir des clients et de délivrer des... À aujourd'hui, donc, il nous est possible, c'était le cas d'ailleurs, je l'ai prise au début là sur KFP Joliette, une apprentie en licence marketing digital qui a continué en master cette année, donc le contrat s'est échu en septembre. Pour autant, effectivement, de toutes les manières, on le voit, mais je pense qu'il faut aussi insister, l'apprentissage c'est nécessaire. Après le sacré saint du CDI en première embauche, il faut aussi que les étudiants, du coup, peut-être aussi apprennent que entrepreneur, c'est pas qu'avoir l'idée d'entreprendre dans sa propre entreprise, c'est être chef de sa propre situation fiscale, salariale et autres, vis-à-vis d'un client ou d'un mandataire. Et ça, c'est le premier pas vers exactement. La vraie vie, entre guillemets. Nicolas, tu en as, je pense. Nous, on a des alternants, on a des stagiaires régulièrement, et puis en tant que père de famille aussi, moi j'ai une famille nombreuse, 5 enfants, je sais que c'est pour moi un très bon tremplin, comme ça a été dit, pour pouvoir accéder à la vie professionnelle. Et je me réjouis vraiment des dernières évolutions par rapport à l'alternance. Jusqu'à maintenant, c'était pas forcément une bonne opération pour le chef d'entreprise ou pour l'entreprise de prendre des alternants. Quand on faisait les comptes, les comptes n'y étaient pas. Le fait qu'il y ait eu effectivement des aménagements qui ont été pris récemment par le gouvernement, ça va dans un sens qui est excellent. Et ça va nous inciter, moi je pense qu'il faut en parler autour de nous, communiquer sur cette opportunité de pouvoir intégrer de plus en plus de jeunes en alternance. En tout cas, chez T-Énergie, nous on est très favorable à pouvoir davantage développer ce type de collaboration avec les jeunes et avec les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Très bien. Écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. Il nous reste 2 minutes. Vous avez 30 secondes chacun pour conclure et pour peut-être donner un message d'espoir sur 2021. Cécile ? Alors moi, je parlerai du plan Covid-19 de Malakoff Humanis, puisque de par nos statuts paritaires, non lucratifs, n'ayant pas d'actionnaires à rémunérer, on a comme vocation de réinjecter les quelques excédents qu'on fait par moment quand même dans la gestion de nos régimes. Et je voulais citer ce qu'on a fait notamment pour le HCR, hôtel, café, restaurant, parce que c'est un sujet majeur, c'est une profession qui est extrêmement touchée. On a exonéré les cotisations du 2e trimestre. Alors ça paraît rien quand on dit comme ça, mais c'est quand même 40 millions d'euros donc, d'exonération de cotes. Les partenaires sociaux qui gèrent bien les branches derrière ont mis des réserves dans les régimes de prévoyance.
Et à des moments comme ça, où on se prend une crise, ben on réinjecte. Voilà. Donc c'est aussi la culture et l'état d'esprit d'un groupe comme Malakoff Humanis. Très bien. Voilà. Bien, écoutez, moi j'ai un message positif, un message positif vis-à-vis de nos étudiants. L'employabilité de leur diplôme reste intacte. La qualité pédagogique est maintenue, le rapport aux entreprises est maintenu, comme on a vu ce matin. Donc le message, il est aussi, donc en fait, on ne baisse pas les bras. Et non, vous ne serez pas une génération sacrifiée, je n'y crois pas le moins du monde. Parce que je sais quelle est la responsabilité des entreprises pour vous donner votre chance. Et quand on sait qu'on a 25 à 30% de nos étudiants qui se fixent sur leur territoire, on a d'autant plus besoin des entreprises du territoire. Et cette nouvelle loi sur l'apprentissage, comme vous le mentionnez, permet d'éradiquer la différence entre les grandes et les petites entreprises pour avoir accès à un apprenti. Et sachant que nos étudiants sont prêts à 25 à 30% à rejoindre des PME, TPE, le territoire peut mener véritablement une action pour permettre à ces étudiants d'avoir une employabilité de qualité et de se développer pour demain et d'être les talents qu'on attend. Tu peux compter sur l'UPE 13 pour accompagner dans ce développement. Stéphanie. D'un point de vue bancaire et immobilier, je reste très confiante même sur cette année 2020 qui au final a eu quand même un niveau de transaction en France de plus de 40% par rapport aux années de crise de 2013 ou de 2007. Donc il sera toujours possible d'accéder à la propriété. Les conditions se resserrent, mais les banques le font entre guillemets avec bien plus de bienveillance. Reste quand même un petit peu à libérer, à ne pas mettre trop ceinture et bretelles, comme on dirait, qu'il faut quand même aussi à un moment donné prendre un petit peu de recul et pas s'attendre au pire sur l'année 2021, parce qu'il y a quand même une majorité d'entrepreneurs qui se donnent les moyens de pouvoir passer cette crise et revenir sur un niveau normal. Très bien. Nicolas, le mot de la fin. Mot de la fin pour dire peut-être un petit appel à mes collègues, confrères entrepreneurs pour leur dire que cette crise n'est pas facile, mais pour autant on doit garder de l'optimisme, de l'espoir et surtout cette crise elle doit nous inciter à changer nos comportements et réellement à construire le monde de demain. Il doit être différent du monde d'hier. On a toujours ce sujet aussi de crise climatique importante qui se profile, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est la bonne occasion aujourd'hui de redéfinir comment on peut travailler différemment, développer le télétravail, ça permet d'éviter les transports, éviter les allers-retours incessants, notamment à l'international, essayer de limiter notre impact carbone. Aussi bien dans nos déplacements, dans nos vies de tous les jours, mais également par rapport à nos fournisseurs. Essayons de privilégier le plus possible, de travailler avec des acteurs français ou des acteurs locaux, régionaux, avec tous ces acteurs du territoire. Voilà, moi je pense que c'est le grand signal et le grand message de cette crise finalement, c'est travaillons le plus possible en local avec nos territoires, faisons preuve de solidarité les uns vis-à-vis des autres et notamment au sein de l'UPE 13 entre toutes les entreprises qui constituent le cœur économique de ce beau territoire. Merci beaucoup, c'est une magnifique conclusion. Exactement. Je n'ai plus rien à dire. Donc merci d'avoir participé à cette émission et bonne continuation. Merci. Merci.